Personen den Rechten. La cantante de más de 200 ans a perdu 2% de la population. Teil an der Nordseite sowie das Außenbereich des À peine 2% de la population générale était urbaine. Moving forward. Donc, on entend beaucoup parler du concept de mobilité durable. Alors, je vous propose en fait aujourd'hui d'essayer de le définir. Je vais vous parler des différents concepts, comment on arrive à mesurer ce concept de mobilité durable. Et évidemment, ça a pris beaucoup de place dans le transport, parce que le transport est un élément clé quand on vise à augmenter le niveau de durabilité dans nos sociétés, dans nos collectivités. Le transport a un effet direct sur tous ces impacts négatifs que l'on peut estimer, les impacts environnementaux, les impacts sociaux, les impacts économiques. Donc, on se questionne justement pour essayer d'avoir une compréhension un peu plus uniforme de ce qu'est la mobilité durable. Donc, c'est au cœur des stratégies de transport. Il y a plusieurs pays et régions qui se sont dotés d'outils, des politiques, des plans d'action pour essayer d'encadrer la prise de décision en transport pour, ultimement, essayer d'améliorer le niveau de durabilité. Évidemment, c'est assez difficile de définir ce qu'est le meilleur niveau de durabilité que l'on souhaite atteindre. Donc, on va essayer de l'améliorer, ce niveau, mais c'est très difficile d'avoir des cibles. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi, le concept est utilisé à plusieurs endroits, mais l'opérationnalisation va passer par une meilleure compréhension du concept et surtout par une définition d'indicateurs. Donc, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Il y a différentes définitions qu'on peut d'abord utiliser. La première chose, c'est la définition de durabilité que plusieurs connaissent, qui a été d'abord proposée dans le rapport Brundtland. Donc, un développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Évidemment, si on veut faire une adaptation au système de transport ou encore à la mobilité, ça implique qu'on regarde quelles incidences ça peut avoir sur ces domaines. Alors, le Centre pour un transport durable a proposé des définitions de ce qu'est un système de transport durable. Donc, on va proposer que c'est un système qui permet aux individus et aux sociétés de satisfaire leurs principaux besoins, donc d'accès aux lieux d'activité, de manière sécuritaire et qui est compatible avec la santé des humains, donc de chacun des individus, et des écosystèmes, avec équité entre les différentes générations. C'est un système qui va avoir des coûts raisonnables, qui va fonctionner efficacement et qui va offrir des choix de différentes alternatives de transport pour l'ensemble des populations. On va aussi avoir donc ce système doit avoir comme propriété de limiter les émissions polluantes, les déchets, ainsi de suite, pour essayer de s'assurer qu'on ne dépassera pas les capacités que possède la planète à absorber tout ceci. Qu'est-ce que la mobilité d'abord? Il y a beaucoup de définitions aussi de la mobilité. On peut résumer une compréhension commune sur le fait que ce soit une capacité des personnes et des biens à se déplacer ou à être transportés. Et cette mobilité va être durable lorsque la réalisation, donc sa réalisation, respecte l'intégrité de l'environnement, permet d'assurer les besoins matériels de la vie et garantir l'équité entre les individus. Quelles sont les stratégies que nous avons pour essayer d'améliorer le niveau de durabilité de la mobilité? Donc, on peut d'une part tenter d'agir sur l'offre, et là, ça va être l'offre de transport, pour essayer de modifier les comportements. Par exemple, investir dans les infrastructures, bien que ça puisse avoir différents effets non intuitifs. On peut avoir des mesures financières, on pense à des péages, à des tarifications, à des gestions de stationnement. On peut tenter de réduire l'offre en limitant, par exemple, la capacité offerte aux véhicules qui ont des niveaux de durabilité moins élevés selon notre entendement collectif. Et on peut aussi essayer d'agir sur la demande. Donc, évidemment, de façon simple, si on me demande comment faisons-nous pour limiter la congestion, bien, je vais tout simplement dire qu'il faut réduire la demande parce que tout le monde veut se déplacer au même endroit, aux mêmes heures. On peut aussi agir sur la demande en faisant différentes mesures de promotion, en sensibilisant les gens aux impacts négatifs de leur choix de transport. On peut avoir des politiques d'aménagement et aussi des politiques d'aménagement du temps. Donc, changer les horaires, favoriser le télétravail, ainsi de suite. Si on s'intéresse par la suite quels sont ces enjeux et objectifs du développement durable appliqué au transport, il y a des objectifs au niveau social. Donc, on parle d'accessibilité, on parle d'équité sociale, assurer que tous les segments de population ont accès ont les mêmes opportunités en termes de lieux d'activité. On parle de qualité de vie dans les quartiers, qualité de vie des voyageurs, on parle d'autonomie des personnes. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui se font autour de la nécessité de s'assurer que les personnes âgées qui vieillissent dans des lieux un peu moins accessibles
aient éventuellement accès à des options de transport quand ils ne pourront plus se déplacer de façon autonome. Et ça, évidemment, ça amène une certaine friction envers les décideurs parce que ça a des coûts et que la valeur économique de l'autonomie n'a pas encore été quantifiée. Est-ce qu'il le faut? C'est une autre question. Il y a toute la question de sens de la communauté, comment on s'assure que tout le monde peut participer à la vie sociale et toutes les questions d'isolement, ségrégation, si on n'assure pas si le système de transport ne permet pas d'assurer la participation active de tous. Au niveau des enjeux liés aux aspects environnementaux, ils sont beaucoup mieux maîtrisés, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité plus grande de la part des individus et des sociétés, au niveau notamment des impacts sur la pollution, la génération de gaz à effet de serre. Ça a été beaucoup mieux internalisé dans les processus. C'est mieux compris. Il y a d'autres aspects environnementaux. On parle à la consommation d'espace, le nombre d'espaces de stationnement qui sont requis pour assurer l'utilisation d'un véhicule, la fragmentation des habitats, toute la question de ruissellement des eaux. Quand on a du pavage un peu partout, évidemment, ça peut créer des îlots de chaleur, ça limite la capacité de se débarrasser de cette eau superflue. Et tout ce qui est lié à la qualité de l'air et la pollution par le son. Les autres aspects qui sont aussi très bien maîtrisés, ce sont les aspects économiques. Donc, les enjeux pour augmenter le niveau de durabilité des systèmes de transport, c'est d'assurer qu'on va avoir des coûts de transport qui sont accessibles pour l'ensemble des populations. Donc, au niveau individuel, que les coûts pour se déplacer soient maintenus suffisamment bas pour que tout le monde puisse y avoir accès. Évidemment, il y a toute la question des investissements collectifs, donc le budget collectif dédié au transport. Il y a évidemment des contributions qui sont faites par les emplois, qui sont liés au système de transport. Donc, ce sont les enjeux liés à l'économie, quand on essaie de comprendre comment on caractérise le niveau de durabilité des systèmes de transport. Si je me permets un constat au niveau de la mesure de la mobilité durable, parce qu'évidemment, il y a un pas à faire entre définir la mobilité durable et essayer de la mesurer. Et le pas est important parce que si on ne la mesure pas, ça va être très difficile d'en tenir compte dans les processus d'évaluation des projets. Donc, on est obligé de faire le pas de définir des indicateurs qu'on va pouvoir utiliser dans un cadre d'évaluation qui pourrait être une grille, qui pourrait être un système qui intègre différents indicateurs avec des pondérations. Et ça, c'est le pas qui est relativement difficile à faire. Donc, je me suis permis un constat en 5 points où j'essaie de comprendre où on en est avec les questions de mesure de la mobilité durable. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler aussi l'opérationnalisation de ce concept pour qu'on puisse l'utiliser en pratique. Alors, le premier constat, c'est un constat de fouillis. Alors, un fouillis, ce que c'est que c'est un ensemble désorganisé d'éléments. Donc, si on regarde la littérature sur la durabilité, on va observer qu'il y a vraiment une panoplie d'indicateurs qui ont été proposés par des auteurs. Cependant, c'est totalement désorganisé. Donc, on a beaucoup d'indicateurs qui vont nous permettre de caractériser la durabilité, mais on va observer de la redondance dans les indicateurs. On n'est pas certain de la façon dont les indicateurs sont estimés. Le choix des indicateurs est plus ou moins pertinent, donc c'est discutable. Et parfois, il y a des éléments qui vont être absents parce qu'on est incapable de les mesurer. Si on se permet un second constat, le deuxième constat, c'en est un de déséquilibre. Donc, cycliquement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des indicateurs qui prennent trop de poids. Alors, je pourrais penser à la quantité de gaz à effet de serre qui sont émis par un projet, qui vont résulter d'un comportement. Évidemment, dans les dernières années, les gaz à effet de serre ont pris une place qui est presque disproportionnée dans l'équation de constat des niveaux de durabilité parce qu'il y a eu une sensibilité. Les gouvernements se sont engagés à faire des réductions en mettant des cibles. Donc, il y a eu beaucoup d'importance qui a été donnée à cet indicateur au détriment, évidemment, d'autres. Donc, ça peut avoir effectivement des effets paradoxaux dans le choix des projets que l'on peut faire parce que certains projets peuvent avoir un effet négatif peuvent réduire les gaz à effet de serre, mais peuvent quand même se traduire par d'autres impacts négatifs qui, dans l'équation globale de niveau de durabilité, vont se traduire par, en fait, ce sera une mauvaise décision. On peut prendre l'exemple, par exemple, des véhicules électriques, et là, je ne voudrais pas
choquer certaines personnes, mais évidemment, si on convertit un véhicule à essence en véhicule électrique, il y aura effectivement une diminution des GES localement, mais on va quand même perpétuer les problèmes d'occupation de l'espace, de congestion et d'utilisation des infrastructures et des espaces de stationnement. Donc, ça ne règle pas tous les problèmes. Donc, il y a un certain déséquilibre qui peut être amené par le choix de certains indicateurs au détriment d'autres. Le troisième constat qu'on peut faire, c'en est un d'opportunisme. Donc, trop souvent, dans le choix des indicateurs, il va y avoir une certaine dépendance en regard des données qui sont disponibles. Donc, on voudrait mesurer quelque chose, mais comme on n'a pas accès aux données pertinentes, on va mesurer d'autres choses. Ou on va tout simplement négliger, ou on va prendre plusieurs indicateurs qui sont un peu plus flous, un peu plus qualitatifs. Donc, dans une équation, c'est un peu plus difficile, effectivement, de tenir compte de ces éléments si on n'a pas la documentation requise ou les données requises pour en témoigner. Le quatrième constat, c'en est un que je pourrais appeler de réduction économique. Évidemment, l'économie est centrale dans l'équation de durabilité. Cependant, ça ne doit pas se faire au détriment des deux autres sphères, notamment l'environnement et surtout la sphère sociale. Donc souvent, on a eu l'impression que la stratégie prise pour essayer de tenir compte des autres aspects, notamment les gaz à effet de serre, par exemple, ou les aspects sociaux, c'est de faire une traduction, donc d'attribuer une valeur économique à un concept. Dans ce cas-ci, on a attribué des valeurs économiques à une tonne de GES. On fait la même chose pour la vie humaine. Donc, on attribue une valeur à la vie humaine pour être capable d'entrer ça dans une équation où on va obtenir un bilan sur le fait que la stratégie soit bonne ou non. Bon, évidemment, c'est certainement discutable. Ce sont des choix dans les processus d'évaluation, mais ça amène quand même une certaine réduction et ça implique qu'on va devoir attribuer des valeurs économiques à l'ensemble des variables dont on veut tenir compte. Le dernier constat, c'en est un d'unidimensionnalité, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des chaînes de causalité et souvent des interactions spatio-temporelles entre différents impacts. Donc, on peut avoir un impact qui va avoir un effet sur un second impact. Et si on ne connaît pas ces chaînes de causalité, donc les incidences d'une stratégie, à la fois des incidences à court terme, des incidences à long terme, on peut effectivement se retrouver avec des stratégies qui vont avoir des impacts paradoxaux, donc on va avoir des impacts contraires à ceux qu'on espérait. Donc, ce sont les 5 constats qu'on peut faire sur l'évaluation du niveau de durabilité ou enfin les efforts qui sont faits pour essayer de mesurer le niveau de durabilité des projets. Évidemment, les étapes qui suivent quand on cherche à opérationnaliser cette mesure de durabilité, c'est d'essayer de définir des typologies et d'essayer de définir des indicateurs qui vont pouvoir ensuite être utilisés dans des cadres d'évaluation un peu organisés, dans lesquels il y aura une prise en compte de ces liens de causalité. À titre d'exemple, les indicateurs qu'on peut proposer en termes de typologie, il va y avoir des indicateurs qui vont caractériser la mobilité. Ceux-là sont assez bien maîtrisés. Ça fait longtemps que les travaux sont faits pour mesurer les comportements de mobilité. Il y a évidemment des indicateurs de contexte. Il faut être capable d'avoir tous la description du contexte dans lequel se font les déplacements. Donc, par exemple, le prix de l'essence, l'état des lieux, l'utilisation du sol, les caractéristiques des personnes, la structure démographique, ainsi de suite. Il y a des indicateurs qu'on va appeler des indicateurs d'intrants ou d'input, qui vont être les coûts et les ressources qui vont être requises pour essayer de mettre en place les stratégies. Il y a des indicateurs d'extrants, donc l'output, l'équivalent, ce qui va ressortir, qui va être le résultat d'une certaine intervention sur des réseaux. Et il va y avoir des indicateurs d'impact, donc tout ce qui va avoir trait aux conséquences d'une modification, par exemple, des comportements de mobilité. Donc, c'est très important d'arriver à classer ce qu'on mesure pour voir si c'est quelque chose sur lequel on peut avoir une action, si c'est quelque chose qu'on peut modifier en implantant une stratégie, par exemple. Les autres défis que l'on rencontre, c'est des défis de raffiner ces indicateurs, donc de définir des méthodologies d'estimation qui vont pouvoir s'adapter en fonction du type de projet qu'on utilise, qu'on étudie. Par exemple, il y a toute la notion d'échelle spatiale. Si on fait une intervention dans un quartier, on va avoir besoin d'indicateurs plus locaux qui vont s'estimer au niveau des quartiers. Il y a les questions d'échelle temporelle, donc est-ce que l'effet va être spontané, simultané à l'implantation de la stratégie? Est-ce que ça va être un effet de court terme? Est-ce qu'il va y avoir un effet dans 10 ans? Et il y a la question de portée. Est-ce que ça va toucher toutes les tranches de la population ou ça va toucher seulement certains segments de la population?
Et finalement, l'étape 3 dans l'estimation, c'est de structurer tout ceci sous forme de système pour essayer d'évaluer. Donc, il faut sélectionner les meilleurs indicateurs, les définir, les formaliser, avoir des formulations mathématiques. Ensuite, il faut proposer des méthodologies, comment on va les estimer, comment on va mettre en relation ces différents chiffres, faire des recommandations sur les données qu'on doit recueillir pour assurer le suivi en continu des impacts des projets, expliciter les liens de causalité, qui ne sont pas toujours faciles à prévoir a priori, et avoir des systèmes qui vont permettre de soutenir justement l'évaluation des projets de transport. Donc, les défis dans le processus 1 de définition de la mobilité durable et surtout d'estimation, donc d'avoir des systèmes qui permettent d'évaluer les niveaux de durabilité. Les défis, c'est d'avoir des méthodologies qui sont transparentes pour que les gens sachent, soient en mesure d'évaluer d'où viennent les résultats. Il faut assurer la collecte de données en continu pour assurer la capacité de mesure des impacts à différents horizons temporels et organiser sous forme de système. Évidemment, ceci doit être opérationnel, c'est-à-dire qu'il faut arriver à développer des indicateurs que les institutions vont pouvoir utiliser pour faire prendre des décisions qui sont plus éclairées et qui vont aller dans le sens des nouvelles visions collectives d'augmenter le niveau de durabilité. Seite sowie den Außenbereich De pourcent de la population den rechten vit en